Vous êtes en direct de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Carte sur table. Carte sur table, aujourd'hui, nous allons tout à fait débattre un thème spécial, crise sanitaire du Covid-19. À quoi doit s'entendre l'économie de la République démocratique du Congo pendant et après la pandémie? Nous avons déjà 3 invités sur ce plateau. Je commence avec, à ma gauche, Ben Tiagola. Il est économiste estériste, en même temps entrepreneur, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Sami Wechi, vous êtes coordonnateur du mouvement patriotique. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Takizala, économiste aussi et en même temps entrepreneur issu de la diaspora. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, nous commençons avec vous, Mathieu Takizala. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une crise sanitaire du Covid-19. La République démocratique du Congo sur le plan économique. Et quel effet devrions-nous s'attendre pour l'effet économique d'abord sur cette crise sanitaire? Bon, il ne faut pas qu'on se voile la face. D'abord, je vous remercie. Je remercie la chaîne Amen Télévision qui nous donne cette opportunité toutes les semaines qu'on essaie un peu de proposer des solutions pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand vous regardez et dans tout l'univers, vous voyez que les experts comparent cette pandémie du coronavirus avec la crise de 29 et 45. Donc 29 et 45, il y avait vraiment des impacts dans le terrain économique et social. 45, c'est quoi? Ça crée des initiatives et qui jusqu'à aujourd'hui qui continuent à aider le monde. Par exemple, les institutions de Bretton Woods, par exemple, les Nations Unies, c'est 45. C'est cette crise-là qui a permis aux gens de réfléchir et de construire un dynamisme. 29, pareil, hein, il y a beaucoup de choses qui se font autour de 29. Et malheureusement, la crise de 2020 en République démocratique du Congo est arrivée à un moment où nous sommes dans un virage dangereux dans le terrain des actifs, qui soit l'actif du côté particulier, des actifs du côté société. Donc le nombre est vraiment infime et nos compatriotes sont condamnés à être uniquement vagués dans ce que nous appelons le débrandisme ou dans l'informel. Et pendant ces temps, l'État congolais dépendait l'autre fois, avant la crise, qu'uniquement avec deux secteurs, hein, la partie douanière et la partie des mines. Et quand vous observez le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'approche de l'économie de marché. C'est quoi l'économie de marché? L'économie de marché, ce sont des entités qu'on appelle des entreprises d'un État qui donnent la force à un État. L'autre fois, les États, on les sentait avec des bottes de militaires, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises. Mais quand vous observez la palette congolaise, les entreprises sont absentes. Nous n'avons pas une société congolaise qui alors, nous allons y arriver. Voilà. Sami Wechi, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période tout à fait difficile que même le Congo ne s'attendait pas avec cette crise sanitaire de Covid-19. Est-ce que sur le plan économique, nous sommes en train déjà de le subir? La RDC pourrait vivre le pire. Bon, merci beaucoup de m'associer à cette réflexion. Je voudrais d'abord, par cette occasion, féliciter d'abord cette équipe des hommes et femmes qui s'activent jour et nuit pour essayer un tout petit peu, si pas d'atténuer, mais de trouver des solutions à ces problèmes de Covid-19. Ah oui. Je profite de l'occasion aussi de prêter des sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu l'un de leurs, mais aussi à ceux-là qui sont encore dans des hôpitaux de souffrir. Pour le mouvement patriotique, nous l'avons déjà dit, que notre pays déjà vivait une crise économique, effectivement, avec toutes ces guerres que nous avions eu à l'Est de la République, avec toute cette période où nous avions vécu ce que vous avez appelé notre virus, le Covid-19. Pas de Covid, je parle d'Ebola, qui a terrorisé toute la partie Est de la République. Dans notre pays déjà, avant même que Covid n'arrive, nous sommes déjà dans une crise économique, pour ne pas dire ma crise politique aussi, crise sanitaire déjà. Et donc, le Covid-19 vient encore alourdir notre souffrance. Les problèmes, tout simplement, résident au niveau de la perception de l'homme politique. Parce que décider, c'est l'homme politique qui n'a pas su travailler déjà en amont pour prévenir ces risques. Notre inquiétude, moi, patriotique, c'est que chaque année, le budget de l'État a toujours un budget réservé aux catastrophes naturelles, qui chaque année, on ne sait pas si ces budgets-là, on les consomme avant la fin de l'année ou comment on l'utilise.
Et c'est pourquoi vous remarquerez qu'à ce stade ici, le président de la République crée un fonds de solidarité. C'est venu tout simplement, il n'y avait pas prévision de ce genre de risques dans notre pays. Et le fait de tâtonner déjà à trouver des solutions à ce genre de problèmes nous amène encore à s'engloutir encore davantage avec cette crise de Covid-19. Donc, à ce stade, comme sur l'introduction de cette émission, il faudrait dire que la RDC subit maintenant, aujourd'hui, triple crise. Au-delà de la crise économique, il y a aussi la crise politique, et ça s'ajoute maintenant encore à la crise sociale qu'on avait depuis longtemps. C'est une crise sanitaire. Au-delà de l'Ebola, il y a maintenant le coronavirus. Nous estimons que notre pays doit rapidement réfléchir, trouver des solutions à toutes ces crises. Sinon, nous serons le plus malheureux dans le monde, si pas dans l'Afrique. Alors, une question à Ben Kabola. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que Sami Weti vient de dire, que nous devons déjà nous préparer. Est-ce que ne doit-on pas dire que la sorte dont notre économie est en train de se faire perdre sur le plan national, c'est parce qu'on a laissé l'économie de la République démocratique du Congo dans le main des étrangers? Avant tout, je commence d'abord vous remercier pour votre invitation. Pour engendrer mon frère qui vient de parler tout à l'heure, la crise économique du Congo a commencé depuis 1971. Pour aller un peu plus rapidement, je prends déjà avec la crise politique qui a engendré les pillages, qui a dévasté pratiquement tout le tissu économique. Et puis, ça n'est suivi de guerres, et puis une crise politique qui s'est installée. On ne s'est jamais remis de cette crise-là. Et actuellement, il y a une crise sanitaire qui dévaste pratiquement le monde entier. Là, l'économie congolaise encaisse deux chocs, à l'interne et à l'externe. Alors, avec cette situation, ce qui serait mieux à faire, si le choc vient de l'extérieur, il faut recourir à des institutions qui sont bien habilitées pour ça. Et si c'est une crise interne, il fallait anticiper par rapport à ça. Et nos gouvernants n'ont pas pu anticiper par rapport à ça. Il n'y a aucun effort qui a été fait dans le temps pour prévoir n'importe quelle crise. Rien du tout. Une crise politique qui dévaste pratiquement, qui engendre les crises sociales et qui s'est ajoutée encore une crise sanitaire. Ah oui. Donc l'économie congolaise est en mal. Et ça va être dévastateur dans les jours à venir. Alors, Majida Gizala, partagez-vous les mêmes idées avec Ben Kabola en ce qui concerne la non-appartenance de notre économie avec le fils du Congo? Oui, comme nous disons, ce n'est pas une première crise que le Congo est en train de connaître. Il y a plusieurs crises qui sont passées dans ce pays. Lorsqu'une crise arrive, il faut des améliorations. Vous devez faire le rupture avec le recette ancienne qui ne vous permettait pas à être attractif. C'est le cas de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Cette photographie que nous avons laissée partout au monde, le secteur privé est le premier contributeur pour un État. Malheureusement, on a passé presque 60 ans dans ces pays où on croyait plus dans la logique étatique. L'État, c'est un coordonnateur, c'est celui qui oriente, qui émet tout. Mais on crée un écosystème. Vous avez dit tout à l'heure, en citant les autres concurrents de nous, les entrepreneurs congolais, que c'est eux qui réussissent. Et ils réussissent pourquoi? Ils réussissent parce qu'il y a des accompagnements de leurs États. Par exemple, dans le monde financier, vous voyez que nous n'avons pas un marché financier. L'autre fois, la République démocratique du Congo des années 70, que mon compatriote vient de souligner, il y avait un écosystème. On avait des institutions bancaires congolaises dans le territoire qui accompagnaient les entrepreneurs. Alors pour le moment, pourquoi on n'arrive pas avec ce système de l'ancien temps? Oui, mais parce que le casting ne sont pas bien cousus. Il n'y a pas une planification. Et à chaque fois, quand on change de régime à la République démocratique du Congo, nous faisons toujours des erreurs des anciens régimes. Il fallait d'abord auditer l'assiette passive de la République démocratique du Congo. Il fallait d'abord savoir le Congo d'aujourd'hui représente d'abord quoi dans le terrain économique. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée. Ça signifie que la compétition doit venir les uns et les autres. Nous devons construire des systèmes qui permettent à être que vous êtes un État. On va vous donner des exemples, par exemple dans la phonie. C'est anormal, nous sommes l'unique État au monde où vous n'avez pas un opérateur historique. C'est-à-dire une société congolaise qui gagne de l'argent dans la phonie. Ce sont les autres qui le prennent. Comment les autres prennent? Parce que automatiquement, l'autre fois on avait logé des
l'Office des dettes publiques à la République démocratique du Congo. On avait le CADESA, la caisse d'épargne congolaise. On avait la banque commerciale. On avait. Et ces institutions aujourd'hui n'existent pas. On reste avec une banque qui est quasi ce qu'on appelle de privilégiés congolais, le fonds de promotion industrielle, où nous les entrepreneurs, nous manquons même là où on peut s'appuyer. Parce que nous avons aujourd'hui, au moment de crise, vous voyez que toute la politique de l'univers, comment ça se fait? Ça signifie que les décideurs appellent le partenaire locaux qu'on appelle des entrepreneurs. Ford, on vient le faire avec le président Trump. En France, pareil, il y a pas mal de choses. Mais maintenant au Congo, depuis que la crise vient de commencer, le mois de mars, cite-moi les entrepreneurs congolais qui ont été reçus. Alors nous allons c'est ça le vrai problème, c'est que nous ne sommes pas mis en contribution. Aujourd'hui, nous avons dit quand on a eu à parler du confinement sur toute la ville, province de Kinshasa, la hausse de prix sur le marché, on avait vu de mamans qui réclamaient deux fois, c'est parce que là où ils partent acheter ces choses, là où il y a des étrangers qui n'arrivent pas à se retrouver, et c'est pour cela il faut qu'ils puissent hausser les prix. Alors doit-on s'attendre au moins à une différence avec le temps prochain? Je voudrais d'abord souligner un élément important de Mathieu Takizala. Oui, il venait de citer des banques. Désolé parce qu'il a affirmé que ça n'existe pas, c'est trop dur. L'OGDP n'est pas une banque. La CADECO, que vous appelez CADESA, ça existe encore, bien qu'il n'est pas trop fort sur le marché, ça existe encore. Et donc, vous avez aussi souligné l'élément que les entrepreneurs ou les secteurs privés congolais n'ont pas été reçus. Je voudrais vous passer l'information que dans cette crise, il y a la participation de la structure qui regroupe toutes les entreprises, il faut dire ça comme ça, que nous appelons la FEC. Et la FEC est partie prenante dans les discussions. Si vous avez suivi des mesures d'allègement, c'était sur demande des entreprises au travers de la FEC. Donc les entreprises sont là. Et peut-être il faudrait souligner les petites entreprises qui ne sont pas affiliées, où c'est difficile d'un État d'appeler toutes les entreprises en général, chacun dans son coin pour venir intervenir. C'est trop difficile. Donc la FEC est déjà là et nous considérons que ce que la FEC apporte comme élément, c'est la situation effectivement de toutes les entreprises du Congo. Par rapport aux structures de prix, moi je voudrais faire réfléchir sur le marché. Effectivement, je voudrais faire réfléchir ceux qui nous suivent en ce moment, qu'on ne peut pas déroger une loi qui existe, vous appelez la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre est faible, que la demande est plus élevée, les prix augmentent automatiquement. Et le contraire diminue les prix. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on offre effectivement pour que nous stabilisons le prix. Vous remarquerez que lorsque le gouverneur a annoncé le gouvernement de Kinshasa, le marché, en quelque sorte, malheureusement, je dois dénoncer, que la communication du gouvernement provincial était que la FEC avait rassuré que le marché congolais est avec des produits qui étaient rassurés. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas trouvé dans les stocks. Les stocks ne correspondaient pas à la demande de la population. Ce qui fait qu'automatiquement, par cette loi économique, que l'offre est plus élevée, la demande est plus élevée, automatiquement le prix augmente. Mais dans une situation de crise, il y a ce qu'on appelle cette participation collective pour atténuer les chocs de la crise. Ce qui n'était pas, effectivement, donc le ministère de l'économie, qui est le patron effectivement des suivis des études des prix sur le marché, devrait normalement chercher à trouver le grand fournisseur de tous les biens de première nécessité de la population, essayer déjà de s'imposer sur le prix. Et pourquoi pas mettre sur le terrain ce policier économique pour surveiller le prix sur le marché. C'est ce qui est une grande chose ici en République démocratique du Congo. Malheureusement, nous qui sommes le terrain économique, je n'aime pas ton comme économiste, je suis un entrepreneur. Ici, c'est tout à fait un débat économique. Et on va peut-être y arriver. Je suis conseiller de plusieurs entreprises sur place. J'ai un petit cabinet qui refuse l'assistance-là. Malheureusement, nous remarquons que les inspecteurs de l'économie sont sur terrain uniquement pour rançonner, s'il faut le dire. Ils ne suivent pas... Non, pas pour faire la... Effectivement, ils ne suivent pas la loi sur les structures de prix. Ah ouais.
Ils sont eux-mêmes, malheureusement, si pas informés, mais ils sont malhonnêtes, excusez-moi le terme. Ils ne veulent pas aider l'État à stabiliser le prix sur le marché. Un commerçant qui se donne la liberté, effectivement, il y a la liberté de mettre le prix. Parce que mais nous l'avons vu même sur cette le marché. liberté est reconnue sur le plan économique. Mais cette liberté ne doit pas aller au-delà de normes. Ça veut dire que vos charges ajoutées sur le prix d'achat, qu'on appelle ça généralement le coût d'achat de votre marchandise, ne peut pas subir le bénéfice au-delà de 20%. Mais lorsque vous n'arrivez même pas à détailler vos charges, vous n'arrivez même pas à donner le vrai prix des coûts d'achat de votre marchandise, vous mettez le bénéfice exorbitant. Alors, les inspecteurs n'arrivent pas, mais effectivement maintenant, à arriver à dénicher cette erreur pour effectivement stabiliser le prix. Normalement, le prix, excusez-moi rapidement, normalement, le prix sur le marché devait être régulé par le ministre de l'économie en connaissant effectivement le coût de chaque produit entrant en heure d'essai et dire on ne peut pas avoir un sac de riz au-delà de $20. Alors, nous allons revenir avec vous, Ben Tiabola. 2 erreurs sont déjà commises dans ce secteur. Qu'est-ce que le gouvernement devrait-il faire en ce moment pour se rattraper en ce moment? Je commence par expliquer un fait qui est réel. Nous avons le malheur d'avoir une économie extravertie. C'est-à-dire que nous dépendons plus, 80% de l'extérieur. Ce que nous produisons, nous ne le consommons pas. Ce que nous consommons, nous les importons. Alors, sur le marché, il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est que l'importateur anticipe sur les événements. Il s'est dit qu'il y a une crise au niveau mondial. Moi, j'ai un peu de stock. Si je vends ce stock, demain, je ne sais pas comment ça va se passer pour que je puisse alors là, il faut jouer avec les prix. Alors, dans ce cas-là, il anticipe sur les prix. Si le sac de riz coûtait $20, il s'est dit, bon, je mets $25 pour voir un peu, peut-être. Demain, ça sera. Sur le deuxième palier, c'est le marché. C'est comme mon prédécesseur vient de dire, le marché, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Si la demande est trop forte par rapport à l'offre, il y a hausse de prix. Alors dans ce cas-là, nous devions avoir normalement un État fort. Le ministère de l'économie devait jouer son rôle pour réguler les prix. Parce que nous sommes dans une économie entre autres libérale, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les communistes, il y a les capitalisés. Nous ne sommes ni capitalisés ni communistes, nous sommes une économie libérale, c'est-à-dire que l'économie du marché. C'est-à-dire que l'État doit intervenir pour réguler les choses. Mais l'État ne joue pas ce rôle. Et l'État ne fait aucun Alors qu'est-ce qui manque chez l'État pour jouer ce rôle? Ce sont le moyen, ou bien ils n'ont pas de structure bien organisée pour bien être derrière? Les structures sont là, mais ce sont les animateurs de ces structures-là. Comme venait dire Samy Ouechi, qu'ils ne sont pas là pour faire leur travail, c'est justement rançonner certaines sommes. Tout à fait. Donc il manque du sérieux dans les animateurs des structures de l'État. Ils sont là que pour rançonner la corruption. Et comme la justice ne suivait pas, que l'impunité s'est installée, et puis c'était la jungle. Alors que faire pour mettre fin à ça? La justice, comme il a déjà commencé, il faut mettre la justice, une forte justice pour suivre tous ces animateurs-là frauduleux qui sont sur le terrain pour rançonner. Il faut vraiment qu'il y ait une justice équitable pour permettre à ce que chacun puisse jouer son rôle exactement. Sur le marché, le vendeur doit vendre selon le prix. Et le contrôle, quand il vient, il va contrôler sans être corrompu. Et l'acheteur aussi doit être conséquent par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Ah oui. Alors, Macheta Gizara, vous venez justement de suivre Samy Ouechi et Ben Tiabola. Est-ce que vous avez un mot à placer? Je vais souligner un peu ici en tant qu'un financier. Pour produire, il faut avoir des moyens financiers. Et mon frère Ouechi doit comprendre qu'il n'y a pas un marché financier au Congo. Il n'existe pas. Et c'est ce qui manque aux opérateurs congolais d'être attractifs, compétitifs aux autres. Je veux dire,
une société, lorsqu'il se crée dans un territoire, il ne suffit pas d'aller chercher des royalties qu'on appelle taxes, mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui manque à cette entreprise. Est-ce qu'il y a un carnet de commande? Comment on peut faire pour y ajuster? L'écosystème est comment? Et cet écosystème est absent. Et ces institutions que j'ai citées, l'autre fois, le pourcentage était élevé. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une enseigne Cadeco ou quoi. Non, l'apport. L'apport. Oui, allons-y. C'est ce que je viens de vous expliquer. L'apport que ces enseignes donnaient sur l'impact sociétal ou économique dans notre territoire, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce sont des coquilles vides. Alors pourquoi ça n'existe pas? Maintenant, c'est pour ça que nous disons, les 4 dernières décennies qui ont passé en République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, le financement ou l'investissement est absent. veut dire le P que le Congo produit comme ressources part uniquement en fonctionnement. Veut dire nous avons des institutions budgétivores qui ne produisent pas, mais qui prennent le P qui devait être équilibré dans tout le secteur de la vie. C'est extrêmement difficile en République démocratique du Congo qu'un jeune homme qui quitte l'université peut-être dans la première année et de devenir un patron aguerri. C'est extrêmement difficile. Or que dans les autres États, quelqu'un peut dire, voilà, je ne fais pas la fac, je quitte et je monte ma boîte et l'écosystème va m'accompagner pour qu'on réussisse ensemble. Qu'est-ce qui ne fait pas une question, qu'est-ce qui ne fait pas qu'aujourd'hui, peut-être que le gouvernement n'arrive pas? Le gouvernement, je sais que je viens de vous dire, on doit d'abord commencer une boîte comme gestionnaire. Lorsque vous avez la production qui est absente, comme le cas de la République démocratique du Congo aujourd'hui, on commence d'abord à tabler sur la masse salariale. La masse salariale étatique. Veut dire, il y a trop, par exemple, le ministère, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Nous devons faire une rigueur budgétaire pour dégager une marge de manœuvre économique qu'on doit réinjecter. Nous ne produisons pas en République démocratique du Congo. C'est ce que mon compatriote de l'autre côté vient de préciser. Lorsque vous êtes dans un... Vous savez, lutter contre le prix, il ne suffit pas de mettre les gens avec des armes. Non, il y a ces outils qu'on appelle des subventions. Vous savez, le litre d'essence que les gens achètent à la pompe, en France, nous consommons plus le diesel, ce n'est pas le prix qui devait se vendre. Mais pourquoi il a ce prix-là? L'État sort de l'argent, il réinjecte. Il y a ce qu'on appelle des banques cautionnaires étatiques. La République démocratique du Congo aujourd'hui ne peut plus continuer avec un fonds. Il faut que ça soit une banque publique d'investissement avec une branche cautionneur. Pourquoi? Lorsque moi, un entrepreneur congolais, je vais aller chercher de l'argent, c'est-à-dire que la partie étatique d'assurance qu'on appelle caution va cautionner l'emprunt de l'entrepreneur congolais. Or, ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. C'est-à-dire pour vous, il faut réduire un marché, la taille des institutions. L'autre fois, on fonctionnait dans ce pays avec 80 ou 100 députés. Mais à quoi sert de voir 500 députés aujourd'hui? Et avec ces institutions sont budgétivores. Et il faut réinjecter de l'argent dans le secteur privé entrepreneurial pour que nous puissions produire en République démocratique du Congo, qu'on puisse monter en gamme des actifs. Parce que nous n'avons pas 10% ou 30% des gens qui travaillent dans le formel. Donc, on va avoir du mal de cotiser pour la retraite, on va avoir du mal de cotiser pour l'assurance maladie universelle, on va avoir du mal pour financer l'outil productif. Donc, automatiquement, on doit commencer d'abord à faire une rigueur budgétaire, d'équilibrer les institutions budgétivores de la République démocratique du Congo. Vous partagez la même idée avec Takisala qui dit qu'il faut réduire la dette du gouvernement pour arriver au moins à retrouver notre économie qui peut-être qui ne prend pas sa place. Bon, excusez-moi, je suis perdu, je suis un tout peu perdu. Je ne vais peut-être pas toucher les éléments qu'il a soulevés, qui sont importants, effectivement, ce sont des éléments importants, une analyse très importante par rapport à l'économie. Mais pour rentrer effectivement dans notre thématique du jour, oui. Je suis d'accord avec lui que nous avons un budget, un petit budget, mais qui est consommé à presque 40 ou 50% par les institutions. Il faudrait parler de la masse salariale, effectivement, qui prend aussi environ 30 ou 40%, ce qui ne favorise pas effectivement les investissements. Et quand on parle des investissements, c'est l'investissement de l'État, non pas des privés.
ici, la question, si je comprends bien ce que vous voulez dire par rapport aux entreprises, c'est l'intervention de l'État, des secteurs privés, au travers des banques, bien sûr, en dehors de l'FPI, qui l'FPI est une banque, je veux dire, spécialisée, un fonds spécialisé. Qui de fois ne sont pas soutenus. Et ces fonds-là n'est que disposé que pour les industries, pas pour toutes les entreprises, pour les industries. Et donc, je suis d'accord qu'il faudrait effectivement trouver un mécanisme de financement des entreprises privées, ou de crédit, pas financement, pas des crédits, d'accorder des crédits aux entreprises privées. Mais ici, la logique en termes de production locale, que je suis très d'accord avec cette économie de notre pays qui est une économie extravertie, parce que la production locale, effectivement, nous ne la consommons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments que je vais soulever rapidement ici. Les problèmes d'acheminement de produits de nos centres de production jusqu'au centre de consommation. Il y a un problème. Donc on peut bien vous donner des millions en tant qu'entreprise privée, mais tant que le canal d'évacuation de ces produits que vous produisez dans vos sites de production n'atteigne pas les marchés, on ne fait absolument rien. Donc la logique aujourd'hui... Il faut au moins avoir de canaux qui sont... Effectivement, nous estimons aujourd'hui que le péché de notre pays, ce que Takizala a voulu soulever ici, c'est pas seulement le financement, mais aussi ces systèmes de tabula rasa. Ça, on en parle souvent en mode patriotique. Comme un homme aujourd'hui ministre dans ces pays, je ne regarde même pas ce qu'a fait mon prédécesseur. J'efface tout. Je commence avec une nouvelle vision. Donner votre vision. Et ça tue. Ça tue, effectivement. Mobutu est arrivé en 65, il y avait un plan de développement clair avec le Belge, qui n'a même pas suivi. Lui, il a dit zarénisation. Il faut une réflexion zaïroise pour faire nos affaires. Un héritier qui a mal géré l'héritage. Nous étions producteurs de beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Huile de palme, riz, je sais pas quoi, coltan et tout ça. Lui, il a dit, tout ça, il laisse. Il pense autre chose. C'est-à-dire, deux fois, ça va marcher. Ce sont nos dirigeants qui arrivent peut-être à nous induire dans des erreurs. Tabula rasa pose problème. Ce que je voudrais ici rappeler, c'était la vision de Joseph Kabila pendant son temps. Lui, il a estimé que nous produisons beaucoup au village, ça n'atteigne pas les centres de consommation. Alors, il faudrait dire investissement dans le secteur routier. Est-ce que ça a été fait d'abord? Ça a été fait. Bien que 1 km, 2 km, mais c'est une vision. Et qu'aujourd'hui, on ne devrait pas effacer dans un revers de la main pour dire on n'investit plus dans les routes de cette agricole. Réfléchissons comment investir dans les autres moutons tout simplement. C'est ça qui pose problème. Nous, notre réflexion, c'est de dire il y a une vision que nous devons tous, en tant que Congolais, s'en approprier. Quel est le problème du Congo en termes de consommation? Chez moi, au village, jusqu'à ce jour, nous produisons. Mais à qui nous ne mangez pas? Chez moi, au village, on ne cherche pas. On joue dans les systèmes de troc d'ailleurs. On n'a pas l'argent. Je dis, moi, je produis les riz, vous produisez les pondous, et nous faisons des échanges. C'est jusqu'à ce jour parce qu'on ne sait pas évacuer effectivement dans notre province. Effectivement. Donc les problèmes, c'est les voies d'évacuation de nos produits. Et donc nous espérons aujourd'hui, si l'État congolais investissait effectivement dans les voies de communication, les entreprises privées avec leurs maigres moyens, sans tenir compte de fonds. Mais M. Déjà a dit, le gouvernement n'arrive pas à soutenir ces entreprises. Je comprends que la réflexion de Takizala ici, il se réfère aux économies développées depuis 50 ans, la France, les États-Unis. Il faut réfléchir sur la réalité congolaise. Est-ce qu'avec votre budget, il faut aussi copier ces économies? Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Il est en train de proposer. Je suis très d'accord. Mais on ne fait pas le copier-coller parce que ce n'est pas les mêmes. En France, vous pouvez quitter le nord au sud par véhicule. Les gens travaillent en France, ils habitent en Belgique. Il y a plein de problèmes. La France est déjà dans un système où il n'y a plus de barrières internationales. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui au Congo, nous avons la donne la plus chère au monde. Ce qui veut dire, si vous voulez importer une histoire, même d'un pays voisin, ça coûte trop cher en termes d'importation, ça nous coûte trop cher. Ce qui veut dire, la situation de la France n'est pas la même situation de la France. Alors, nous allons revenir avec vous. Je veux rapidement citer en disant tout simplement que nous devons arriver, nous, les Congolais, et réfléchir d'abord de mettre en place une vision du développement de notre pays dans 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, les États-Unis, le président ne vient pas inventer
ce qu'il doit faire. Le président vient Qui en juste trouver déjà. booster ce qui existe pour que les choses changent. Et nous devons arriver à ce moment-là, quand je viens ministre, je n'ai pas cherché à trouver, à créer un plan de développement. Merci, Nous devons nous allons trouver revenir ce avec qui est là vous. et nous travaillons Nous avec. allons revenir avec vous, Ben Tiabola. Nous parlons aujourd'hui, Takizala vient de le dire, même Sami Ouetti dit que aujourd'hui c'est comme les entrepreneurs privés, deux fois peut-être qui sont oubliés par le gouvernement. Mais deux fois on se pose des questions. Il y a ceux qui disent que ces entrepreneurs, qu'ils soient privés, ne sont pas sérieux dans leur exercice du métier. Comment vous pensez à ça? Effectivement, avant d'en arriver, là je voulais revenir sur un point très important que j'ai laissé. Allons-y. C'était le troisième palier dont je parlais, de l'anticipation, la loi du marché, et puis il y a la spéculation. Quand l'État est faible, la spéculation prend beaucoup d'envol et puis on ne sait pas contrôler. Chacun peut mettre le prix qu'il veut. C'est ce que nous avons vécu. Avec avant qu'on puisse déclarer le confinement total. Parlons un peu de l'investissement au Congo. Un jeune homme qui quitte l'université veut investir. Il a un projet. Il contacte le fournisseur, donc les investisseurs de fonds. Il contacte la banque et les établissements financiers. Il peut contacter la Banque centrale de l'État congolais. Il y a des crowdfund, donc il y a des plateformes des individus, des organisations des individus qui peuvent aussi s'organiser. Oui. C'est là où les étrangers sont mieux organisés que nous dans le pays. Et alors, un jeune homme qui quitte l'université, il va contacter qui? Prenons l'exemple, ce que tu viens de citer. Allons-y. Je prends un investisseur congolais, il a un peu de moyens, il voulait me financer. Il va commencer par me demander combien je veux. Alors, déjà dans ces négociations-là, il y a un problème. Pour accéder à ce financement, c'est-à-dire que toi, tu dois travailler pour lui. Ça fait déjà un problème, d'une part. Et de l'autre part, il y a aussi le sérieux de celui qui vient solliciter le moyen. Et généralement, il faut qu'on se le dise, la grande partie des entrepreneurs congolais sont un peu aventurés. Ils ne sont pas assurés leur engagement. Vous prenez des engagements avec un État financier, une entité financière pour vous financer, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Donc il n'y a pas une étude au préalable. Déjà à ce niveau-là, ça pose problème. Au niveau de la Banque centrale, il n'y a pas un encadrement, c'est vrai, mon ami a souligné ça. En tout cas, nous sommes sur le terrain, il n'y a pas un encadrement de la part de l'État. Je vous prends un exemple très simple. Allons-y. Nous sommes sur le marché public. Les petites et moyennes entreprises congolaises cherchent à accéder à des marchés importants qui peut-être peuvent avoir l'expertise. Mais il y a des conditionnalités. On vous demande une garantie. Mais pour avoir une garantie à la banque, mais tu dois d'abord avoir des immeubles, tout ça. Des gages. C'est trop. Le petit qui vient de l'université n'a Ce n'est pas que, à ce niveau-là déjà, s'il vous plaît, monsieur Ben, ce n'est pas que dans ces demandes, peut-être qu'on arrive à exagérer, c'est parce qu'on a trouvé que dans l'entrepreneur, comme vous venez de dire, que l'entrepreneur congolais, de fois, n'est pas sérieux. On trouve que dans l'homme, d'abord, il n'y a pas la sérieuxité. Il faut au moins mettre des conditions tellement qui pèsent pour peut-être faire croire à l'homme de mieux faire son travail. Non, il faut l'accompagner. Il faut accompagner la personne. C'est quelqu'un qui vient, il vous suggère quelque chose, il a un projet, il vient chez vous, il faut l'écouter et l'accompagner. C'est simple. Je prends un exemple très simple. Si la banque dit que non, écoutez, tu as quel projet? Non, j'ai tel marché, je voulais accéder à un marché, voilà, j'ai l'expertise pour faire ce marché dans autant de temps. Mais je n'ai pas de garantie. La banque dit que, ok, venez chez moi, nous allons travailler ensemble et puis nous allons vous accompagner. Il faut d'abord mettre l'investisseur à l'œuvre pour le juger. Il ne faut pas le juger comme ça. Voilà. Parlons maintenant de la taille du gouvernement. Effectivement, ça pose un problème sérieux parce que parmi les conditionnalités que le FMI ou Banque mondiale donne au Congo, c'est quoi? C'est-à-dire, entre autres, il faut réduire les dépenses de l'État. Dans l'équilibre macroéconomique, les particuliers sont gérables, les particuliers sont rationnels. Mais on trouve que ce sont les dépenses de l'État qui ont des tendances un peu incontrôlées. Et ça pose problème dans l'équilibre macroéconomique. Et c'est comme ça qu'il faut commencer par contrôler d'abord les dépenses de l'État, c'est-à-dire le comportement du gouvernement.
D'où, entre autres, la taille du gouvernement. Pourquoi avoir un gouvernement qui a à peu près, je sais pas, 300 et quelques ministres. Ça va, c'est 300 ministres. avec des ministres, avec des ministres provinciaux, ce sont des ministres. Ah oui. 300 et quelques ministres. Qui pèsent sur les 300 et quelques ministres. les moyens de l'État. Oui. Pourtant, l'État, pour le moment, devait se restructurer autrement pour voir comment créer la classe moyenne. Alors, C'est ce qui doit être la préoccupation actuelle du gouvernement ou de nos dirigeants. Comment créer la classe moyenne congolaise? Alors, comment créer cette classe moyenne? Donc, mon frère vient des tableux. Hein. On est ici pour vraiment proposer qu'on avance. Et même, vous savez, le Congo, en ce qu'on appelle le tracé de route, c'est 58 000 km, 58 385 km. Et en 60 ans, on n'a même pas fait 20 000. Et même à l'époque coloniale. À qui la faute? Mais oui, mais collectivement, et en commençant par ce qu'on appelle l'organisation étatique. C'est-à-dire, la distribution n'est pas sérieuse. Et ça, nous ne devons pas se voiler la face. Et même à l'époque de la colonisation, dans l'arrière-pays, toute entreprise qui fonctionnait n'était pas étatique. Vous comprenez? Il y avait un grand apport de privé dans chaque région. Dans toutes les régions, on avait des frelons de l'industrie, Unilever, tout ça, ainsi de suite, qui étaient privés dans ces pays et qui jouaient un rôle même dans les infrastructures. Et en général, en Afrique, on dirait, quand on cite l'exemplarité des pays avancés, et on doit condamner, et ils ont commencé aussi comme nous, mais ils ont anticipé, ils ont travaillé pour que ça avance. Maintenant, aujourd'hui, on vient de passer 60 ans, on a crié que la logique étatique, même la Chine communiste, ne fonctionne plus dans l'approche uniquement étatique. Et on associe l'approche privée pour avancer. Même dans des pays qui sont avancés, les routes ou les infrastructures ne sont pas uniquement financées par l'État. Mais dans l'approche privée, Ben Tiabola dit que vous n'êtes pas sérieux. C'est ce que nous disons. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas ça. Et mon frère vient de préciser. Il ne faut pas traiter tout le monde comme ça. Le problème est, un entrepreneur d'abord, c'est qui? Il ne suffit pas uniquement d'aller dans le guichet unique administratif. Est-ce qu'il y a des chambres de commerce qui forment des entrepreneurs? Il y a des chambres d'industrie en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle le fameux chambre consulaire, où l'entrepreneur fait des formations continues, où il trouve l'écosystème, par exemple les anciens entrepreneurs qui l'accompagnent, où il trouve comment on va le fabriquer, de faire ce qu'on appelle un plan de financement, où on va l'aider à faire le business plan. Est-ce que ça existe? Non, l'écosystème est incomplet en République démocratique du Congo. Ce sont des entrepreneurs autodidactes. Je veux dire, j'ai 10 000 $, je m'improvise moi-même, et l'État aussi devient comme quoi? Un arnaqueur aussi qui récupère sans l'accompagner. Donc sans l'écosystème, on ne peut pas acquiser mes compatriotes comme moi là. On connaît, ça fait 4 ans que je suis à Kinshasa. 4 ans avec ma boîte. Et je vis de l'autre côté. Et je viens de temps en temps. Il n'y a pas d'accompagnement, mon frère ami. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que nous disons, est-ce que vous êtes aussi sérieux dans ce que vous êtes en train de faire? Mais le mot faire? sérieux n'est pas réservé pour les uns ou les autres. Vous parlez en langue française, mon frère. Ça signifie que chez les Français, il y a aussi des moins sérieux. Comment vous accusez les Congolais qui sont moins sérieux? Non. Le politique fait des bavures. Ici, ce ne sont pas des entrepreneurs. Alors, quel est le fait? Ceux qui prennent les 200 millions, ce sont les entrepreneurs. Quel est l'effet aujourd'hui? Cite-moi les 10 dernières années, cher Tchamala. Cher Tchamala, soyons sérieux. Moi, je n'accepterai pas qu'on stigmatise les entrepreneurs congolais. Parce que ce n'est pas eux qui sont en train de faire le bavure en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas un qui a pris même 15 millions de $ comme emprunt, où il n'a pas remboursé. Il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tout, nous savons. Je suis ministre, j'ai créé une petite société écran, et je prends mes frères, ils sont là. Le marché public, quand il arrive, on passe, ainsi de suite. Nous, les entrepreneurs qui ont feedback, qui ont l'expertise, qui peuvent faire le boulot, on est isolés. Donc, normalement, il faut maintenant qu'on essaie. La douane, par exemple. Il y en a un qui vient de préciser. Je pense que M. Weti qui a dit, quand vous observez le pays environnement de la République démocratique du Congo, notre douane fait handicap aux entrepreneurs congolais d'évoluer. C'est-à-dire qu'il faut réduire. Il faut réduire. Il faut qu'on revoie. Il faut qu'on revoie parce que c'est pas normal. Alors qu'est-ce qui fait que notre douane soit tellement plus, plus haut? Sami Weti, vous allez répondre. Attendez, vous allez continuer. Sami Weti va prendre la parole. Qu'est-ce qui fait que notre douane soit tellement plus fort que les autres?
C'est parce que tout simplement, au Congo, nous produisons moins et que notre budget est essentiellement financé par la fiscalité. Donc, c'est la DGI le premier contributeur en termes de budget. En termes de budget de l'État, à peu près 40%, qui est suivi directement de la DGDA, qui vient à trentaine de pourcentage. Donc, vous remarquez qu'il y a environ presque 80% de notre budget de l'État. Donc, les 4, 5, 6 milliards qui voient en termes de budget est financé à peu près à 80% par la douane. Les gens parlent de mines. Les mines ne donnent plus l'argent à l'État. Ça, c'est à l'époque de Mobutu, on avait bien 300 millions de dollars, et les mines donnaient à peu près 80%. Aujourd'hui, les mines ne donnent plus, ne financent plus le budget de l'État. Et la question d'accord, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à prendre ce budget de l'État à l'échelle comme on le voyait dans le temps passé? Est-ce que c'est la mauvaise voie ou bien il manque de moyens? Non, c'est que je dis que les secteurs miniers ne financent plus le budget. Comment ils n'arrivent pas à les faire? Effectivement, parce que le secteur minier est aujourd'hui... Non, le secteur financier, le secteur minier aujourd'hui est envahi par les expatriés. Et ces expatriés ont des contrats, on appelle entre guillemets les contrats léonais. Qui les Congos ne gagnent que 20% sur 100% d'intérêt de la chose. C'est ce qui pose problème. Et que le budget financé à 80% par la fiscalité, donc l'État n'a plus d'autres ressources en dehors des fiscalités. Ça veut dire la douane et l'impôt interne. Ce qui veut dire il faudrait, si pas, serrer les entrepreneurs, les entreprises, pour qu'ils donnent, qu'ils paient leurs impôts, et qu'il faut serrer la douane pour qu'ils trouvent quelque chose pour financer le budget. Et ça, les problèmes. D'où la problème patriotique, c'est de dire il faudrait encourager la production interne. Et comment l'encourager? Effectivement, c'est de dire moi je vais faire bilangaranga et peut-être la bandundu. Il faudrait que j'ai les moyens faciles d'évacuer mes produits. Et lorsque les Congolais ne vont plus manger les maïs qui viennent de la Chine ou de d'où, facilement nous allons inonder rapidement. Nous allons inonder le marché. Remarquez, nous produisons, nous consommons nous-mêmes, nous finançons notre État nous-mêmes et la production extérieure devrait moindre. Merci. Ben Tchabola, nous sommes presque à la fin. Je pense que nous allons encore organiser un plateau comme ça pour t'habiller seulement sur ces sujets. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais en ce moment? Qu'est-ce qu'il devait faire pour qu'on ne puisse pas tomber dans une crise après le Covid-19? À l'interne, je demanderais au gouvernement de faire une anticipation par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que le gouvernement doit financer les petites et moyennes entreprises internes. Il doit subventionner ces entreprises pour leur permettre de produire de premières nécessités et leur donner le moyen pour alimenter les centres de consommation. Ça, c'est très important. Deuxièmement, parce que le choc aussi vient de l'extérieur, il doit aussi... j'ai suivi le président français qui a aussi fait une bonne proposition, demander à ce qu'on puisse réduire, sinon éliminer toute la dette extérieure, parce que ça nous prend beaucoup de frais à payer. Et ça peut nous permettre, avec l'économie de crédit, nous permettre de nous organiser à l'interne. Et puis, il y a aussi FMI et Banque mondiale qui peuvent intervenir au cas où la balance de paiement est déséquilibrée. Il peut nous venir aussi en aide pour nous aider à ce qu'on puisse équilibrer notre balance de paiement. C'est à cela que ça peut venir, ça peut nous donner les moyens nécessaires pour qu'à l'interne, qu'on puisse aussi trouver un équilibre macroéconomique. Merci Ben Tchabola. Je rappelle, vous êtes économiste, estériste, aussi entrepreneur. Merci d'accepter notre invitation. Sami Ouidji, coordonnateur du mouvement patriotique. Merci d'accepter notre invitation. Mathieu Daguizala, économiste et ici entrepreneur, ici de la diaspora. Merci d'accepter notre invitation. Je pense qu'on aura encore un plateau comme ça pour continuer toujours à aider le gouvernement, aussi nos compatriotes, que nous puissions aussi booster cette économie qui est tout à fait négligée. Mesdames et les bons messieurs, nous allons prendre le prochain rendez-vous, c'est bien la semaine prochaine avec de nouveaux invités. La rediffusion de cette émission, ce sera bien le mardi à 22h10. Restez branchés à la continuité de nos programmes sur Amen Télévision et au prochain numéro. Merci à vous.